Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy tenemos, yo creo que el honor de contar con la presencia del doctor Jean-Claude Margueron. Él es director emérito de la École Pratique de Haute Étude de París y nos va a dar una conferencia sobre la arquitectura o el arquitecto de Mesopotamia y su proyecto de construcción. Creo que todos los que estamos aquí conocemos al doctor Margueron. Él tiene una dilatada trayectoria profesional que le ha permitido pues, hacer numerosos estudios y trabajos arqueológicos en toda la zona de la cuenca sirio-mesopotámica, del tercer milenio y del segundo, y que, por lo tanto, también ha dirigido excavaciones como director en Larsa entre 1969 y 1970, en Ugarit 1975-76, en Emar 1972-1978 y en Mari 1979-2004. Muchos o algunos de los que estamos aquí recordamos una exposición que se hizo temporal hace unos años de fotografías sobre los pioneros de Mari entre la década de los 30 hasta la década de los 50 del siglo pasado y que desde luego abrió las puertas a investigadores, entre ellos al doctor Margueron, que ha estado casi algo más de 20 años trabajando en Ugarit. Intentar hacer un currículum en pocas palabras de la bibliografía y de todo lo que ha publicado el doctor Margueron es más que imposible. Yo creo que me podría pasar todo un día y más hablando de la cantidad de artículos, libros, estudios que tiene, pero creo que hay tres que es un compendio de todo lo que ha estudiado en el área o lo que ha trabajado en el área de Mari, entre ellos Mari, la metrópolis del Éufrates del tercer milenio, en 2004, ya más recientemente las ciudades invisibles, el nacimiento urbánico del Próximo Oriente Antiguo en 2013 y Mari, la capital del norte de Mesopotamia en el tercer milenio. Evidentemente, estos estudios son ya una obra de referencia para todos los investigadores de este campo. No hay que poner en duda en absoluto que hoy en día el doctor Margueron es uno de los investigadores con el reconocimiento internacional en su campo y que muchos investigadores de hoy en día han trabajado con él, han estudiado con él y desde luego han aprendido. Yo me voy a callar, creo que aquí el protagonista es el doctor Margueron y desde luego su conferencia. Sí decirles una pequeña anécdota, él nació en Madrid, pero unos años antes o poco antes de la Guerra Civil Española, sus padres se volvieron a Francia. Además, ahora sí que me callo y les hablará el doctor Margueron con una conferencia que estoy segura que, no solamente es interesante, sino que será apasionante. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre accueil et pour vos bonnes paroles. Je suis absolument désolé, mais je ne parle pas l'espagnol. C'est une tare, je le sais, c'est une tare d'autant plus grave que je suis né à Madrid. Et que c'est dommage quand même. J'en veux un petit peu à mes parents de ne pas me l'avoir appris. Parce que, entre eux, quand ils ne voulaient pas se faire entendre des enfants, ils parlaient espagnol. Voilà. Si vous voulez, on va revenir au sujet de notre rencontre, l'architecte mésopotamien et son projet de construction. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement, je pense, important. Je vais essayer de vous le montrer. On peut se demander d'abord si c'est un sujet qui a déjà été traité. Eh bien, il y a très peu d'études sur l'architecte mésopotamien. À vrai dire, je n'en vois pas. Bon, mais peut-être que je ne connais pas toute la littérature sur le sujet. Mais il y a une contradiction qui, elle, est extrêmement importante parce qu'elle touche, au fond, à notre métier, à notre travail. C'est qu'il y a une contradiction entre l'importance de l'architecture dans les chantiers de fouilles que nous étudions, que nous fouillons, et ce qu'on en dit, et l'importance que l'on accorde dans nos études à l'architecture. Car si, enfin, je ne peux pas vous citer une étude sur les architectes, et que les études sur l'architecture se comptent sur les doigts d'une main,
Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Or, le tel, il est fait des ruines de toutes les constructions. Si vous enlevez les ruines des constructions du tel, il ne reste plus qu'un tout petit tas de tessons en dessous, et à peu près rien d'autre, quelques tablettes. Mais il n'y a plus de tel, il n'y a plus de ville. C'est l'architecture qui fait. Et c'est grâce à l'architecture que l'on peut faire réellement la stratigraphie. Parce que les objets sont meubles, ils se déplacent, alors que les ruines, elles ne bougent pas, elles restent en place. La vraie stratigraphie, elle vient de l'architecture. Alors, de ce fait, vous comprendrez l'importance que j'accorde à l'architecture, mais aussi à l'architecte, et que j'essaye de le retrouver, car il est responsable de ces sites qu'il nous a construits dans la Mésopotamie. Et je trouve un peu regrettable que l'ensemble de la profession que nous représentons n'ait pas pris conscience à quel point, sans l'architecture, il n'y aurait pas d'archéologie orientale. Car c'est elle qui conserve, c'est dans ces ruines que les restes archéologiques sont conservés. Alors, l'architecte dans tout ça, eh bien l'architecte est un parfait inconnu. On ne connaît pas l'architecte mésopotamien, on n'a pas d'études sur lui. Bien sûr, vous trouvez des images comme celle de Urnanshe, avec son panier où il transporte la terre pour mettre les briques en place, le maçon. Bien sûr, vous avez la célèbre statue de Gudea, l'architecte, avec sa planchette. Je reviendrai sur cette statue un peu plus loin. Ça existe, on sait que ça existe, mais est-ce que ce sont des architectes ou des constructeurs? Non, ce sont des rois qui ont donné des ordres, mais eux ne connaissent pas. Ce n'est pas eux qui vont nous informer sur ce qu'est le travail et la pensée de l'architecte. Ce sont des ordonnateurs, ce ne sont pas des constructeurs. Et par conséquent, on ne peut pas se fier tellement sur les textes. Mais les textes mésopotamiens, ils nous parlent de quoi? Ben, ils nous parlent des rois, mais pas de l'architecte. Voilà le problème. Bon, ce n'est pas très grave. Il faut voir si on peut arriver à trouver une information concernant ce personnage. Alors, on n'a pas de chance parce que si vous allez voir du côté de l'Égypte, juste à côté, là, alors là, évidemment, on a Imhotep bien connu, qui est le premier architecte et savant universel, excusez-moi du peu. Hein. Alors, la Mésopotamie, là, elle se fait souffler complètement une éventuelle possibilité d'être la patrie du premier savant et du premier architecte. Mais c'est un fait qu'en Égypte, on a accordé au personnage, il y a toute une mythologie autour d'Imhotep, tout un monde qui s'est construit autour du personnage, ce qui fait que là-bas on a vénéré l'architecte, alors qu'en Mésopotamie, eh bien, on a beaucoup de mal. Alors le contraste est aussi grand avec le monde de la Grèce, le monde de Rome. On n'a pas de traité, on n'a pas de dédale, on n'a pas de traité de construction du type de Vitruve, etc. On est tout à fait en mal. Mais est-ce que vraiment nous n'avons pas d'informations sur ce personnage? Eh bien si, nous en avons quand même quelques-unes. Et voilà par exemple une tablette ancienne. Alors ne me demandez pas de la traduire, hein. Ça, moi je déclare forfait. Je me fie aux épigraphistes et à ceux qui travaillent sur les textes. Une tablette qui date de 3000 avant Jésus-Christ, dans laquelle il y a un signe, ici, Sidim, et c'est la forme archaïque du signe sumérien Shidim, et ça veut dire constructeur, architecte, quelque chose comme ça. Alors, je serai très prudent sur les mots que j'utilise quand ils viennent des textes, parce que c'est très difficile de savoir, dans certains cas, le sens extrêmement précis du mot et comment les anciens Mésopotamiens, quelle marque ils mettaient sur tel ou tel mot, s'il y avait une différence avec une autre. Donc moi, je n'entrerai pas dans ce système-là. Mais je dois dire que c'est quelque chose d'extrêmement important et que nous avons, les seuls éléments que nous avons sur le personnage, c'est toujours par l'intermédiaire des textes que nous les avons. Alors en particulier, dans le code de Hammurabi, où en acadien, Itinum est le constructeur, le maître d'œuvre, mais on pourra éventuellement revenir sur cette question.
Parce que des traductions donnent des mots qui ne sont pas tout à fait conformes dans signification à ce que nous donnons comme architecte. Ici, le terme a été traduit par maçon. Maçon, pour moi, ce n'est pas un architecte. Ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas à l'œuvre de création, mais c'est quand même pas normalement au même niveau. Alors, est-ce que le terme d'origine est plus près dans le code plus près du maçon que de celui de l'architecte? Moi, je ne prends pas position. Simplement, je dis que accorder à un maçon l'importance que semble accorder le code de Hammurabi au personnage, il y a un décalage. Et je ne pense pas que ça soit tout à fait comme ça qu'il faut interpréter. Alors, les textes, quand on les a, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous parlent très souvent de rémunération. Quand on a dans un texte, d'ailleurs c'était le cas de la tablette précédente, dans la tablette précédente on parlait de la rémunération et de la ration qui allait être donnée à l'architecte. On ne parle pas de ce qu'il fait, on ne parle pas de ses créations, mais de sa rémunération. Le code de Hammurabi en parle aussi. Voilà, ici, ça lui remettra pour sa gratification 2 cycles d'argent. Bon, très bien, on le paye. C'est dit dans le code, c'est quand même important. Et puis, on parle aussi des sanctions. Voilà. Si on construit une maison pour quelqu'un mais qui n'a pas renforcé son ouvrage, si la maison qu'il a construite s'est effondrée et s'il a fait mourir le propriétaire, ce maçon sera tué. Et puis après, c'est la même chose pour les enfants, pour les esclaves, etc. Donc vous voyez bien qu'on ne se pose pas de questions sur ce qu'est le personnage, il est simplement vu dans ces textes, soit comme quelqu'un que l'on rétribue, soit comme quelqu'un contre lequel on dresse une sanction. Alors, moi j'aimerais bien avoir d'autres textes, j'espère qu'un jour on en montrera. Si on veut connaître ce que fait l'architecte, eh bien ce n'est pas en passant par ces textes-là que nous aurons des précisions sur son action. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire, c'est un, comment vous dire, c'est un trucage, c'est pas un trucage, mais enfin, c'est une conduite un peu complexe. Il faut passer par l'analyse des œuvres. C'est-à-dire qu'on va voir ce qu'il a fait et on va interpréter ce qu'il a fait pour essayer de comprendre le personnage lui-même. On ne peut pas traduire simplement, il faut interpréter, il faut aller dans le sens d'une compréhension de l'action qu'il a pu conduire. Alors, ceci est un chantier de fouilles, été conduit par l'école américaine avant la guerre de 1939, dans la vallée de la Diyala, à Rafadjé. Alors ça vous donne tout à fait une image d'un très grand chantier mésopotamien, avec de la grande architecture. Voici la restitution que l'on a pu en proposer. C'est tout à fait grandiose, c'est un temple sur une terrasse, etc., protégé par une double enceinte. Qu'importe, pour le moment, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est que cette ruine, il faut que nous, archéologues, pour pouvoir entrer dans le jeu de la découverte de ce qu'est l'architecte qui l'a construite, il faut qu'on le comprenne comme une construction complète. On ne peut pas voir la ruine que nous trouvons uniquement au niveau de murs à raser à 50 cm au-dessus du sol. Je vous rappelle que ça nous donne un plan, mais l'homme, il ne vit pas dans un plan. Il vit dans un volume. Et c'est ça que nous devons retrouver, même si l'archéologie nous rend le monument incomplet. Alors, il faut penser que cette ruine a été pensée par un maître d'œuvre, a été réalisée par des hommes, organisés en équipes, souvent spécialisés, etc., a été édifiée pour répondre à des services spécifiques, a été mise en œuvre grâce à des techniques précises, a été réalisée au sein d'un système économique qui a exigé des échanges, souvent à longue distance, qui a été détruite dans des conditions précises, événements historiques, point d'interrogation, on ne sait pas pour le moment. Il faut savoir qu'il y a eu une fin et qu'elle a été transformée après sa destruction en strate archéologique, c'est-à-dire qu'il y a encore une mutation. Donc nous devons avoir ce document tronqué, transformé, nous devons essayer de retrouver par ce qu'il en reste, ce qu'était le personnage qu'il a construit et ce qu'il représentait par rapport à sa société. C'est pas très facile.
je n'engage pas dans une voie très facile là. Hein. Ce serait plus facile de vous raconter l'histoire d'un architecte travaillant sur un monument. Eh bien, je ne peux pas, il faut que je fasse l'inverse, il faut que je fasse une démarche qui est autre. Alors, il faut évidemment se poser quelques questions. Quelles questions cet architecte s'est posé pour réaliser la construction qu'il a voulu réaliser? Quand l'architecte est devant son projet de construction, il est confronté en fait à deux séries d'interrogations. Celle qui concerne l'édifice lui-même et celle qui touche à son adaptation au milieu. Et je vais insister beaucoup, dans un premier temps, sur cette adaptation au milieu. Parce que l'architecte, ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui prend une brique, qui pose de l'enduit et qui pose la brique dessus, puis il va mettre de nouveau de l'enduit, puis de nouveau une brique. Ce n'est pas ça l'architecte. Il construit quelque chose qui va se trouver dans un milieu, et ce milieu peut être destructeur, il faut que lui en fasse quelque chose qui va durer. Sans la durée, il n'y a pas d'architecture. Donc c'est un point évidemment important. Il y a quelque chose qui est très important. Et ça, c'est un concept que nous ne sentons peut-être pas toujours. Dans le système mésopotamien, vous allez voir que l'architecte, ce n'est pas simplement le constructeur de maisons, ou de temples, ou de palais. C'est un homme qui est un élément fondamental de toute la chaîne constituant la cité et ses bâtiments. Si vous rompez un des éléments de cette chaîne, il n'y a plus de vie possible en Mésopotamie. Et cette chaîne, c'est l'architecte qui la tient en main par ses constructions et par la façon dont il construit pour protéger non seulement les maisons, les palais, les temples, mais la cité elle-même. Et c'est là où on voit que l'architecte mésopotamien devient un personnage clé de la civilisation mésopotamienne. Parce que sans lui, il n'y a plus de vie possible dans une organisation rationnelle. Alors, il faut d'abord préciser, évidemment, par quelle approche il est possible de connaître cet architecte. Un édifice pensé par un maître d'œuvre, comment le connaître? S'il n'existe pas de texte pour le comprendre, l'archéologie seule permettra de retrouver certaines données. Alors là, je vais vous dire, l'archéologie, beaucoup de gens pensent que c'est creuser puis trouver des objets d'art. C'est vrai, il y a un peu de ça, il y a de ça dans l'activité archéologique. Mais il y a un autre niveau, l'archéologie, c'est apprendre, par l'analyse des objets exhumés, à voir l'homme qui les a fabriqués, à définir sa démarche et sa pensée. C'est-à-dire que, compris comme ça, l'archéologie, c'est une compréhension de l'homme dans un milieu, dans un moment donné, et non pas une simple individu qui se trouve là par hasard en faisant presque n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que les objets ont un sens, que toute particularité, une signification. Et il faut retrouver les liens logiques qui les unissent. Ça, c'est fondamental. Ici, notre objet, c'est une construction en briques crues, à vocation spécifique, édifiée dans un contexte donné. Ce sont les trois paramètres qu'il faut avoir constamment en tête quand on fait une analyse d'architecture. Ces trois paramètres sont pris en charge par l'architecte et c'est lui qui a la maîtrise sur l'ensemble de l'opération. Alors ça, là je m'avance un peu. Je m'avance un peu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure que je ne connais pas l'architecte, que je ne le vois pas, que je ne le connais pas, c'est un peu difficile de dire que je lui confère l'ensemble de l'opération. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans cette chaîne qui va de la création à l'ensemble de la cité, où l'architecte joue un rôle tout à fait fondamental, dans cette chaîne, il faut évidemment qu'il n'y ait qu'une seule tête pensante. Il peut y en avoir deux ou trois, mais à ce moment-là, elles sont strictement complémentaires et ils s'entendent toujours ensemble. Il faut que ce soit une seule direction de pensée qui puisse permettre de faire d'une ville un lieu de sûreté. Alors, une fois défini l'objet de cette approche, il faut organiser l'ensemble de l'opération. Alors, très généralement, c'est l'archéologue qui parle. Mais là, je vais essayer, avec vous, de faire parler l'architecte et pas l'archéologue.
on va voir si on y arrive un petit peu. Premier point, le milieu et ses contraintes. Et j'insiste un tout petit peu, je vais aller quand même un peu vite, mais j'insiste un tout petit peu sur le fait que le Proche-Orient, ce n'est pas une terre idyllique pour vivre. C'est une terre difficile. C'est une terre difficile, c'est l'espace compris dans le bassin mésopotamien proprement dit, entre deux mers, et on n'envisage jamais ça comme ça, mais la Mésopotamie, c'est un isthme entre la Méditerranée et le monde oriental, et qui est occupé par un double fleuve, et c'est un axe nord-ouest-sud-est qui marque ce territoire, qui est entouré de montagnes ou de déserts. Alors, en partant des contraintes, les architectes ont dû trouver des réponses contre des dangers qui sont énormes. Je vais juste vous les énumérer, je ne peux pas m'y attarder, on en reverra un ou deux par la suite. Ils doivent trouver des réponses contre l'eau, car ce pays qui est un pays dit de sécheresse est plein d'eau, et d'eau dangereuse pour les constructions, contre la chaleur de l'été, contre les vents torrides, vents de sable, contre le gel qui détruit la brique, contre l'instabilité des sols sur les lieux habités, contre la friabilité des matériaux. Tout ça, ce sont des dangers que l'homme qui construit doit dominer. Alors, dans ce milieu, il y a d'autres contraintes. Il y a les doubles axes du fleuve, je ne reviens pas dessus. Mais j'ai insisté sur cette vue-là, sur l'espace occupé par les sables et les déserts, et par la présence de la montagne. Cette montagne, elle est très importante, car des montagnes viennent les forêts, et la Mésopotamie est un pays presque sans bois, on y reviendra, et il faut qu'elle trouve du bois, on verra tout à l'heure, et des mines, c'est là qu'il y a les mines de cuivre, et par la suite d'autres métaux qui seront utilisés et qui vont faire la grandeur et le démarrage de la civilisation mésopotamienne. Alors, on a commencé dans cet isthme à avoir une période avec la sédentarisation et les premiers villages entre le 15e millénaire et le 5e millénaire. Puis une deuxième période, du 4e à la fin du 1er millénaire, est occupée par une civilisation urbaine où l'architecte va jouer un rôle majeur. Et c'est évidemment de cette période que je vais surtout parler. Dernière carte pour expliquer le milieu, le climat. Alors, beau temps, quand on va se promener là-bas, on voit beaucoup le soleil, et on pense que c'est toujours comme ça. Bon, alors, il y a des moments où c'est beaucoup comme ça, mais le soleil, il n'est pas là toujours. Il y a aussi des tempêtes, il y a aussi de la pluie. Et l'axe de l'Euphrate et du Tigre est occupé par une zone où il pleut pas plus que 100 à 200 mm d'eau par an. Alors, à dire vrai, je ne peux pas vous dire combien il tombe en Espagne. En France, je sais. Il tombe 550 mm d'eau par an. Mais c'est réparti régulièrement. Là, c'est presque 5 fois moins, 4 fois moins. Et ce n'est pas bien réparti. Et on va avoir des sécheresses énormes. Et l'eau est pourtant indispensable. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les fleuves. Et oui, il y a les fleuves, mais vous allez voir, il peut y avoir aussi des ennuis avec les fleuves. Alors, le climat, on est dominé par des vents froids qui viennent du nord en hiver, pas tout le temps, hein, tout ça c'est alternatif, mais enfin, des vents froids qui viennent du nord, et je peux vous dire qu'il fait très froid. On n'a pas l'habitude d'y penser, mais il y a par exemple à Marie, il y a 23 jours de gel par an. De gel. C'est-à-dire que l'eau qui est dans les briques, elle gèle et elle détruit la brique. Il faut le savoir. On croit que c'est rien, mais non, c'est très dangereux. Il y a du côté occidental la fin du régime des pluies océaniques. Alors ça, de temps en temps, on a des nuages qui viennent de l'ouest et ça nous donne de l'eau. Il y a les vents chauds d'Arabie. Alors là, je vous promets que quand les vents viennent d'Arabie, hein, on ne vit pas très bien. On vit pas très bien, c'est pas très agréable avec le vent, le souffle chaud que ça amène, c'est vraiment très épouvantable. Et puis il y a les influences qui viennent du toit du monde. Elles ne sont pas tendres non plus, hein, ça vient des sommets de l'Himalaya, tout ça n'est pas bon. Donc on est dans un pays difficile avec en plus la fin du régime des moussons dans l'angle sud-est. Régime difficile, et bien voilà une image, une seule, un vent de sable qui arrive à Marie. Bon, je ne vais pas vous le laisser 10 minutes, hein,
Mais je vous promets que quand vous voyez arriver ça sur vous, vous êtes un peu angoissé. Je peux vous dire quand même, pour la petite histoire, mais histoire véritable, ce vent de sable qui est arrivé sur Marie, venant du sud, Franchot, d'Arabie, etc., souvent le sable du désert, quand il est arrivé, je n'étais pas à la maison, j'étais avec l'architecte, on était ensemble, assez éloignés. On s'est pris l'un l'autre, on s'est serré l'un contre l'autre, et pendant 2 heures, ça a soufflé. Ça cinglait, on était en pleine tempête, et on ne pouvait rien faire, on ne savait pas où on était, on ne pouvait pas bouger. Les gens qui, dans les vents de sable, essayent de se diriger, eh bien, on les retrouve au fond de fossés ou dans des, etc. C'est extrêmement dangereux. Dieu merci, il n'y en a pas tous les jours. Voilà. Dieu merci. Mais l'architecte, il faut qu'il tienne compte de ça. Alors, violence du climat, averses, des très violentes averses, la foudre. Alors, celle-là, elle vient de Marie, hein, c'est Béatrice qui l'a photographiée. C'est absolument authentique. La pluie, vous voyez, une petite pluie fine. Hein, vous voyez la violence des averses. Alors, une autre anecdote, Marie, 16 novembre 1994. En un jour, 2 averses de 1h à 1h30. Ça a donc fait 2h30 à peu près de pluie dans la journée. Il est tombé 80 mm d'eau. Je vous rappelle que dans la vallée, il tombe entre 100 et 200, et à Marie, la moyenne annuelle est de 140 mm. C'est-à-dire qu'en 2h30 de temps, on avait eu plus de la moitié de ce qui tombe en un an. Alors, vous imaginez que ce paquet d'eau, ça fait, sur toute la surface du tel et de l'environnement, pas immédiat, 8 cm, une couche d'eau de 8 cm uniforme. Vous vous rendez compte, les flots d'eau qui vont descendre des sommets, qui vont aller vers les rivières, vers les vallées, qui vont tout arracher, c'est quelque chose d'épouvantable. Et si on ne prend pas des précautions, il n'y a pas de possibilité de construire des maisons, des villages, etc. Parce que si vous le mettez à un mauvais endroit et si vous le construisez mal, eh bien, il va être arraché. Alors, quelques exemples de pluie quand même. Hein. Ça, c'est le désert de Palmyre. Voici la route. Il faisait très très beau. On a traversé le désert. Il y a eu quelques jours avant un orage. Eh bien, c'est un lac à la place du désert. En dessous, répétition. Alors, cette fois-ci, dans l'extrême sud de la Mésopotamie, en 1970, il y a eu une averse. Voilà ce que ça a donné. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un climat dur, je ne le dis pas pour faire de l'effet. Je parle de l'architecte qui va devoir construire et faire en sorte que ces maisons résistent à ces torrents d'eau quand ils dévalent du ciel ou qu'ils dévalent sur la terre. Et ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, le régime fluvial, ben voilà l'Euphrate, pardon, pas très très loin de Marie. C'est un fleuve majestueux, puis il est bordé par les terrasses et par l'argile du fond de la vallée. Alors, le régime, je ne vais pas vous le donner en détail, mais le régime, il y a une période où le fleuve marche bien, un débit moyen de 995 m3 secondes à l'entrée, seulement 700 m3 secondes environ à la hauteur du Hut, c'est-à-dire à mi-chemin. Il perd de l'eau par évaporation, il perd de l'eau par enfoncement dans la zone sous le fleuve, et il y a des inondations de printemps. Alors là, il faut savoir que d'un jour sur l'autre, il peut y avoir 10 fois le volume qui existe en temps normal. Alors quand le fleuve est envahi par ces masses d'eau qui viennent de la fonte des neiges, qui viennent de pluie, d'orages qui sont au lieu plus au nord, eh bien le fleuve il sort de son cours et il inonde toute la vallée. Ce que vous voyez ici, c'est complètement inondé. Et à ce moment-là, c'est les ravages sur les champs, c'est les villages qui sont détruits. Il faut savoir que ce sont des calamités. Et moi j'ai suivi, j'ai mis les pieds pour la première fois à Marie, en Mésopotamie, en 1954, j'ai suivi à plusieurs reprises la montée des eaux de printemps et on entendait, attention, il déborde à tel endroit, ça déborde à tel endroit. Ce n'est pas du tout des choses en théorie, c'est la réalité pratique que ces gens-là vivent.
L'étiage, c'est en août-septembre, et à ce moment-là, on peut passer à gué sur les rivières, et c'est un moment qui est plus simple, mais aussi où il peut y avoir pas tout à fait assez d'eau. Alors, des conditions climatiques dures, incontestablement. Est-ce que la base territoriale va être quand même suffisante? Oui. La base territoriale est un appel pour que des gens s'installent et fassent de l'agriculture. On a des ressources agricoles et pastorales diversifiées, un réseau hydrographique, puis la roue qui est venue par la suite, on y reviendra peut-être, puis un approvisionnement possible en bois d'œuvre à condition d'aller dans la montagne, il n'y en a pas beaucoup sur place, un accès aux richesses minières et un accès à la Méditerranée et à l'Asie. Ça, ce sont des bases excellentes pour développer un centre de développement, un centre de puissance économique. Dans ces conditions globales, que doit faire l'architecte? L'architecte, il va devoir s'adapter avec ingéniosité pour créer un cadre de vie, des maisons, des cités, et organiser des échanges qui vont permettre, ce n'est pas lui qui organise des échanges, il faut qu'il donne la possibilité de faire ces échanges, ce qui n'est pas la même chose. Or, le pays est pauvre en pierre et riche en argile. Alors, l'enjeu, qu'est-ce que c'est? C'est que l'argile, c'est un matériau fragile. On construit en argile dans le sud de l'Espagne, entre autres aussi du côté du Portugal. Il y a de très belles maisons, il faut le savoir, parce que l'argile peut être un très très bon matériau. Mais n'empêche quand même un matériau fragile et très sensible à l'humidité. Alors, l'architecte, il va avoir à faire des maisons qui, malgré la fragilité du matériau, doit protéger les individus, les biens, résister aux intempéries et durer. Parce qu'une architecture, ça doit durer. On ne construit pas pour 3 jours, on construit pour un temps long. Et donc, il a un matériau qui est fragile et il faut qu'il en fasse quelque chose de merveilleux. Écoutez, je ne sais pas, moi, il me semble que ça donne comme ça tout de suite l'ampleur de ce qu'a été cet architecte. Il faut donc évaluer les matériaux qui sont à la disposition de l'architecte et estimer ses possibilités d'adaptation aux contraintes hydrauliques. Les matériaux. Eh bien, les matériaux, c'est l'argile. Voici l'argile que vous trouvez dans la vallée avec le bord des terrasses. Alors là, mais il y a différents types d'argile, j'y reviendrai un peu plus tard. Il peut utiliser la pierre, mais il n'y a pas beaucoup de pierre. Il y a des calcaires, des gypses dans les falaises qui bordent la vallée. C'est un très mauvais matériau de construction. Mais quand on n'en a pas d'autres, on l'utilise quand même. Mais on ne va pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. La pierre, elle va servir plutôt en fondation, pour créer des masses stables, sur lesquelles on pourra construire au-dessus des murs en briques crues, qui vont trouver une bonne assise dans le sol. Je reviendrai là aussi. Et là, on trouve des quantités de gravier, de galets. Ils viennent d'où? Mais ils ont été ramenés par le fleuve. C'est le fleuve qui, depuis l'Anatolie, charrie dans toute son histoire, le fleuve de l'Euphrate, il existe depuis l'ère secondaire, ça se perd dans la nuit des temps. Et ça a coulé, remué, et ça a fait des dépôts. Et il y a eu des variations d'intensité d'écoulement des eaux, donc il y a plus ou moins de charge, il y a des dépôts, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, ne croyez pas que je me sois amusé à ramasser tous ces galets et tous ces graviers. J'ai mis des ouvriers au travail à tamiser des murs pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans les murs. Est-ce que ces murs, c'était uniquement de l'argile? Non, vous voyez. Il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de choses dans les murs. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la technologie des murs aujourd'hui, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment les architectes ont su mélanger des matières différentes et disparates pour faire des murs dont l'objectif était la durée. Et ce n'est pas par hasard qu'ils ont mélangé tous ces galets à l'argile pour faire ces constructions. Alors, construction des briques, ça je ne vais pas vous
faire l'histoire historique, hein, c'est tout un rythme très bien, avec le choix de l'argile, et puis on fait des briques, et puis on les laisse sécher, et puis quand elles sont sèches, on les utilise. Et on fait des maisons. Voilà une pauvre maison, dans la vallée. Ce n'est pas une maison urbaine, hein. Vous allez voir, je vais faire très attention à différencier les deux. Ce n'est pas une maison urbaine. Et cette maison, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé qu'elle a eu une attaque par la base, par l'humidité du sol. Parce que quand le sol est humide, ça attaque les briques. Ça attaque, ça forme un sillon d'érosion. Et le mur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va basculer. Quand il est en surplomb, il va basculer. Et la maison va s'écrouler. Bon, vous direz, ça fait partie des risques de la construction, oui. Mais ça ne dure pas plus de 30 ans, hein, une maison là-bas, quand vous êtes dans la vallée. Alors, je dirais une famille qui s'établit n'a peut-être même pas le temps de vivre sa vie dans la maison qu'ils vont construire. Il faudra reconstruire. Vous voyez que l'objectif durée n'est pas un objectif négatif, inexistant. C'est quelque chose qui compte. Alors, l'architecte, il doit prendre en compte cette fragilité. Il doit couvrir sa maison, il doit mettre des poutres, il doit mettre des portes, il peut même mettre des fenêtres. Il faut du bois. Qu'est-ce qu'il a comme bois? Des pistachiers, des petits peupliers, des petits arbustes, du palmier. Alors le palmier, si vous prenez un livre de technologie du bois, il est simplement de palmier, 2 points, il y a écrit impropre à la construction. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas, bien sûr. Parce que quand il n'y en a pas d'autres, on va l'utiliser. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous utilisez une poutre de chêne ou de pin. Parce qu'elle est solide, Là, il va falloir, si vous utilisez des troncs de palmier, qu'on fasse du frettage, c'est-à-dire qu'on l'entoure d'une corde pour empêcher les fibres internes de se disloquer. Donc ça veut dire que ce n'est pas un très bon bois, évidemment. Donc la Mésopotamie manque de bois. Mais par chance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la montagne. La montagne, c'est plein d'arbres solides, avec les conifères, etc. Je ne vais pas vous les donner tous. Et ils vont aller chercher du bois dans la montagne. Mais vous imaginez ce que c'est que transporter une poutre ne serait-ce que de 10 ou 14 mètres de long? Vous allez mettre ça sur votre épaule? Comment on va faire? On va mettre des animaux? Mais les animaux, ils apparaissent quand? Les animaux de charge, ils apparaissent au 3e millénaire. Puis vous essayez de mettre une poutre de 10 mètres de long sur un âne, vous allez voir ce qu'il va faire, l'âne. Il va pas marcher. Donc ça ne marche d'aller chercher du bois dans les montagnes qu'en faisant glisser le bois dans les rivières et les descendre dans la vallée. Et au début, c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais peu à peu, ils ont dominé ce bois et ils ont fait des radeaux et ils ont fait des bateaux et ils ont amené le bois en quantité suffisante dans la vallée pour les constructions et ils ont amené des grands bois d'œuvre qui ont rempli les tâches que les architectes ont désirées. Je ne reviendrai pas aujourd'hui là-dessus, mais c'est un sujet qui mérite évidemment d'être étendu. Il y a encore un matériau que je cite comme ça en passant, mais qui est tout à fait anecdotique apparemment, parce que vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on en fait dans la construction? C'est le bitume. Là où il y a du bitume, en Mésopotamie, c'est là où il y a eu du pétrole. Mais alors c'est visqueux, c'est dur, et on s'en sert pour imperméabiliser les constructions, parfois les terrasses. Très utile. Mais il faut aussi en avoir en quantité suffisante et il n'y en a pas toujours assez. Alors, je fais une petite pause là en vous montrant simplement une maison. Une maison urbaine, une maison à Marie. Cette maison, elle est répétée à des centaines d'exemples dans la ville de Marie, mais dans les autres villes aussi. Au sol, environ 10 mètres sur 10 mètres,
un espace central et des pièces. On a longtemps cru, certains croient encore, mais ils ont tort, qu'il n'y a qu'un seul niveau et que ça, c'est une cour. En réalité, ce n'est pas une cour. C'est un espace central, couvert, qui fait comme une cheminée au cœur de la maison. Pourquoi cette cheminée au cœur de la maison? Et pourquoi est-ce que c'est couvert? Ben, c'est couvert pour que la pluie ne vienne pas. Parce que sinon, la pluie, elle vient dedans. Alors vous me direz, ben, s'il pleut un peu, c'est pas très grave. Ah si, parce que c'est de l'argile au sol. Et l'argile, elle va empêcher l'eau de s'enfoncer. Et l'eau, où est-ce qu'elle va aller? Dans les pièces. Donc il faut que ça soit protégé. Donc l'espace central est couvert. Si vous n'avez pas un puits d'évacuation des eaux dans la prétendue cour, ce n'est pas une cour. C'est un espace couvert. Dans cette maison, il y a des pièces. Alors là, ici, il y a un escalier, ici, il y a une installation avec du bitume, on en a parlé tout à l'heure, là, il y a une salle d'eau. Vous voyez déjà que là, on a tout un secteur qui est occupé par des activités domestiques. Or, ce mur, celui-ci et ce troisième, ces trois murs sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils sont appliqués contre d'autres maisons. C'est là où j'ai mis la bordure noire. C'est appliqué contre d'autres maisons. La seule ouverture de cette maison, c'est la rue, ici. Donc, il n'y a qu'une seule face qui peut prendre la lumière. Ou le sommet. Mais les autres faces, sous le sol, n'en parlons pas, les trois autres ne peuvent pas prendre le jour. Si vous voulez vivre dans cette maison, comment est-ce qu'on va éclairer? Alors vous me direz, ben, ils vivaient un peu dans le noir. Mais non, on a toujours besoin de lumière, on ne peut pas être dans le noir absolu, ce n'est pas vrai. Alors ça veut dire qu'il y a un système. Et le système, c'est que l'éclairage, il vient par des lanterneaux qui sont réalisés dans la toiture de l'espace central. Donc il y a là des passages de lumière. Et il y a un passage de lumière sur la façade, sur les fenêtres de façade ou la porte de façade. Alors, passage de lumière, ça va jusqu'ici et vous pouvez avoir un espace qui est éclairé, pas très fortement, on n'est pas en plein soleil, mais il y a assez de lumière pour qu'on puisse vivre à l'intérieur de ça. Et puis il y a une autre ressource qui est tout à fait essentielle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chaleur de l'été. J'ai eu des étés à 45-50, hein, c'est vraiment extrêmement dur, il faut le savoir. Et si il fait tellement chaud, l'air chaud se bloque dans le sommet des maisons et vous en mourrez. Enfin, vous ne pouvez pas vivre avec la tête dans ces chaleurs épouvantables. Donc, il y a une ventilation. Et toute la maison est créée pour créer une ventilation à l'intérieur et l'élimination des airs chauds par les parties hautes. Donc, la maison que je vous montre là est une maison qui a été réalisée, pensée par les habitants, les architectes, pour permettre une vie agréable. Vous remarquez qu'il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de jardin dans les villes de Mésopotamie. Il n'y en a pas. Il faut aller à l'extérieur de la ville pour avoir des jardins. Comme d'ailleurs c'était le cas à Damas il n'y a pas encore si longtemps. Non, les jardins, il n'y en a pas. On vit dans la maison, mais il faut que la maison puisse s'aérer, puisse avoir une évacuation des airs chauds, etc. Et pouvoir se protéger quand même aussi parfois contre le froid. Or, c'est ce qui se passe. Donc tiens, ça a bougé, ça? Oui, ça a bougé un petit peu. Ben, oui. Non, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Le truc est bloqué là-haut. Voilà, bon. Alors maintenant, j'avance. Voilà, ça revient. Excusez-moi, j'ai peut-être touché quelque chose par inadvertance. Donc, vous voyez que j'ai pris exprès cet exemple pour vous montrer que sur une simple maison, tout ce qui concerne l'architecte est absolument vital et absolument essentiel pour que les gens puissent y vivre. Vous ne vivez pas dans ces maisons si vous n'avez pas organisé un système de ventilation et un système d'éclairage. Et vous avez toujours un étage dans ces maisons. Et le système fait que ça doit tourner et ça doit fonctionner selon les principes que je viens de vous montrer. Alors, à côté de ça,
de cette adaptation au milieu qui est très contraignant et très dur, il faut que l'architecte ait des connaissances. Parce que s'il n'a pas des connaissances générales, eh bien, il ne pourra jamais réaliser cette opération de chaîne, dont je vous ai montré comme étant une chaîne continue d'assemblage des parties constituant une cité. Quelles sont les connaissances de l'architecte? Je vais essayer d'aller très vite parce que je ne peux pas m'étendre dessus. Nous n'avons pas de traité. Personne ne nous dit ce qu'il sait en réalité. Mais quand on voit comment il construit, comment on analyse les maisons et les ensembles qu'il construit, eh bien, on comprend un peu ce qu'il a voulu faire. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il connaît les grandes réalisations hydrologiques. Je vous montre ici simplement un grand canal creusé dans le plateau qui borde Marie, en rive gauche, ici. De temps en temps, le canal longe le plateau ou la falaise, et de temps en temps, il passe dedans, comme ici. Et à ce moment-là, il est creusé de cette façon-là. Alors, profondeur du canal, 20 à 25 mètres. Longueur du canal, 120 à 150 km. Date de creusement, aux environs de 3000, avant Jésus-Christ. Il n'y a pas encore l'écriture. Ou si, elle est là, mais juste descente. Pas très développée. On a de l'écriture, j'ai été trop vite, mais pas beaucoup. Et elle ne nous parle pas de ça, malheureusement. Alors, voici déjà une connaissance très précise qu'il a là-dessus. Je vais prendre maintenant cet exemple que je vais essayer il faut que j'aille vite, d'aller plus vite, sur l'hydrologie, les types d'argile utilisés, la connaissance de l'instabilité du sol des villes, la masse des murs, l'allègement des charges en hauteur, les axes de circulation à l'étage, les couvertures et l'eau. Je vais chaque fois prendre un exemple que je ne vais pas expliquer trop dans le détail, parce que sinon je n'arriverai pas au bout de mon sujet. Alors, la connaissance de l'eau. Eh bien, l'architecte, il s'est adapté à l'eau, et à l'eau qui peut arriver par ces énormes paquets d'eau quand il pleut, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, en faisant une ville qui est soit de forme circulaire, avec élimination des eaux sur un système conique, pour que l'eau s'écoule vers l'extérieur et ne reste pas dans la ville, et avec des rues qui sont équipées de ce qu'on appelle des chaussées absorbantes. Les chaussées absorbantes, c'est une argile d'un certain type avec des adjonctions de gravier, de tessons cassés, etc., qui fait que l'eau, quand elle arrive, comme un paquet que je vous ai indiqué tout à l'heure, elle est absorbée par la rue, elle ne dévale pas dans la rue, parce que si elle dévale dans la rue, elle va s'attaquer à la base des murs. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Ben, ça, l'architecte doit le connaître. Alors, il y a en plus des canalisations pour l'évacuation des eaux de pluie. Connaissance des qualités de l'argile. Je ne vais pas vous décrire tous ces schémas. Je veux simplement mettre l'accent sur quelque chose. On est en fondation. Quel est le danger avec l'humidité que je viens de vous indiquer, en particulier pour les rues qui vont absorber l'eau en excès quand il pleut? C'est que cette eau qui va tomber dans la rue se répande sous les maisons et va donner un sol humide aux maisons. Et vous savez que vivre dans l'humidité, ce n'est pas l'idéal. Eh bien, les anciens ont mis contre le mur de fondation, on est dans la rue ici, contre le mur de fondation, une couche d'argile épaisse, compacte, qui fait que l'eau qui arrive dans la zone absorbante ne passe pas vers le sous-sol de la maison. Autrement dit, ils ont protégé les maisons de l'humidité tout en réalisant une absorption de l'humidité dans la rue. Alors, vous allez me dire, mais vous l'avez trouvé comme ça. Eh bien, je l'ai trouvé à Marie en plusieurs emplacements et je l'ai retrouvé dans des fouilles des autres, en particulier ce site, par exemple, de Tel Arca, où la photo qui est publiée est parfaitement significative de la différence de constitution de l'argile qui est ici contre le mur et de la terre absorbante qui est ici. Alors, c'est ce que j'ai marqué avec les différentes couleurs. Je n'insiste pas plus longtemps. Le principe, je pense qu'il est assez clair. J'ai pris une autre fois, dans un secteur de Marie, il y a une rue, il y a des murs de fondation, des murs en superstructure,
il y a de la terre de comblement sur une maison, et j'ai étudié toutes ces terres les unes après les autres. Eh bien, elles étaient toutes de constitutions différentes parce qu'elles avaient des rôles différents. Et l'architecte, il connaît manifestement, il ne me l'a pas dit, mais je le vois bien là, il connaît les qualités de ces terres, les qualités des argiles, et il va aller chercher là où il en a besoin. Alors, un exemple tout à fait, dans un autre domaine, mais tout à fait caractéristique, l'argile qui sert pour les tablettes cunéiformes est une argile d'une pureté, et elle a été complètement nettoyée, et là-dessus on peut écrire avec la plus grande finesse. Mais ça, c'est la connaissance de l'argile. Mais l'architecte, il l'a aussi pour construire. Et ça, on ne s'en était pas tellement aperçu. Troisième point, les sols des tels sont très instables. Pour une raison très simple. Vous avez une maison, ici. Elle s'est effondrée. Alors, vous avez les ruines des murs et le sol, et puis on a à raser. Si vous venez construire par-dessus, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous construisez votre mur sur un ancien mur, ça va être stable. Si vous construisez votre mur à un endroit où il y a eu un remplissage, le mur va s'affaisser. Il n'est pas retenu, il n'est pas soutenu par la base. Par conséquent, il va se rompre au niveau des terrasses. Mais l'architecte, il ne fait pas ça. Peut-être que si, peut-être qu'il y a des cas, mais il faut faire attention, se dire que si c'était comme ça tout le temps, il n'y aurait pas eu de ville, parce que les maisons auraient été détruites à une allure record. Alors, j'ai fait une étude pour voir quelle était la masse de ces murs. Parce qu'il faut quand même savoir quelle est la masse de ces murs, si on veut essayer de comprendre comment ça marche. Alors, voici un mur qui fait 8 mètres sur 8 mètres de niveau en hauteur et 90 cm à 1 mètre d'épaisseur. Ça fait une colonne de 9 à 10 briques par mètre carré d'assises. Ça fait 11,75 tonnes. La masse totale du mur, c'est 87 tonnes. Si vous ne préparez pas votre sol, cette masse de 87 tonnes, elle va jouer sur les différences de résistivité du sol. Elle ne va pas jouer de la même façon et le mur va se craqueler. Là où ça va s'enfoncer, eh bien ça va s'enfoncer parce que la masse est forte, et là où c'est plus solide, ça ne va pas s'enfoncer et votre mur va se fissurer. Les architectes, ils sont bien obligés de compter là-dessus et ils vont en faire. Le temple calcaire, très beau temple du milieu du 4e millénaire, un édifice tout à fait superbe. Sa masse totale est de 18 000 tonnes. Mais vous pensez bien que si vous mettez une masse de 18 000 tonnes sur une surface de sol, hein, ben il faut préparer la surface de sol, parce que c'est évident que ça ne peut pas rester d'une stabilité égale partout. Et ça, les archéologues de maintenant n'ont pas beaucoup envisagé, mais les architectes des temps anciens de Mésopotamie, je vous jure qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, d'autant plus que nous avons des textes dans lesquels ils calculent le nombre de briques qu'il faut pour faire un mur, et que par conséquent, ils connaissent parfaitement la charge du mur. Donc, eux, ils savaient, et nous ne savons pas. Alors, quel est le but de tout ça? Le but des architectes, c'est de créer un milieu urbain dans lequel les hommes vont pouvoir vivre. Alors, j'ai parlé déjà de la forme semi-sphérique du tel, ou rectangulaire avec des pentes qui permettent à l'eau de s'écouler. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait les chaussées absorbantes entre deux murs de fondation, et ils ont surtout créé un réseau de fondations chaînées, où toutes les fondations sont chaînées les unes aux autres. Là, vous avez les rues avec les chaussées absorbantes. Là, vous avez le réseau de fondations. La hauteur est généralement autour de 2 mètres. Et cette grille qui a été établie sur la ville vous permet d'asseoir les murs des maisons à égalité de surface, et il n'y a pas d'effondrement. Tout ça, c'est absolument voulu et calculé. Et vous voyez le lien que j'établis entre l'infrastructure de la ville et
les constructeurs qui viennent par-dessus mettre des murs. Vous voyez bien que c'est la même chose et que c'est l'architecte qui va construire l'infrastructure puisque ces murs en fondation vont servir pour les maisons qui sont au-dessus. Il y a tout un lien qui se fait à cet endroit-là. C'est ce que j'appelle l'infrastructure urbaine compartimentée qui assure la stabilité du niveau de vie. Et alors, je voudrais juste attirer votre attention sur la phrase qu'on a déjà vue tout à l'heure. Si un maçon a construit une maison pour quelqu'un, mais s'il n'a pas renforcé son ouvrage, et si la maison qu'il a construite s'est effondrée, je me demande si nous n'avons pas là, dans ce texte de Hammurabi, l'existence d'une possibilité qu'un mauvais architecte ne se soit pas adapté à l'infrastructure compartimentée. Car s'il s'est adapté à l'infrastructure compartimentée, ces murs ne vont pas s'effondrer. Ils ne peuvent s'effondrer que s'il a construit sa maison sans tenir compte de l'infrastructure compartimentée. Donc à ce moment-là, il est responsable et il devient fautif. Je me demande, c'est peut-être poussé un peu loin, peut-être que Ignacio me dira que je vais un peu loin dans l'interprétation, mais il faudrait revoir les mots. Mais je pense qu'on peut en tout cas essayer de réfléchir sur cette donnée. Donc, voici les questions les plus importantes que l'architecte doit se poser en Mésopotamie pour tout ce qui touche à l'adaptation au milieu. Et puis maintenant, il faut qu'on s'intéresse très rapidement à l'édifice lui-même. Alors, première question, l'adaptation avec l'allègement des couches quand on monte. Voici un quartier du Palais de Marie, où vous avez ici les fondations, réseau continu, petites cellules, puis sur ce réseau de fondations, le rez-de-chaussée, grandes pièces allongées, qui ont été utilisées comme des magasins, c'est très pratique, ça donne tout à fait la forme qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? Ben, au-dessus, il y avait les appartements du roi, avec une grande salle, un grand espace de réception et des grandes salles pour le roi et les gens qui vivent avec le roi. Donc, on est passé d'un réseau de fondations à un réseau de rez-de-chaussée qui va servir de magasin et de réserve, en particulier pour le roi, aux appartements royaux, les appartements, pas la salle du trône, hein, les appartements du roi, les appartements privés. Et voilà comment ces gens construisaient. Alors, ils construisent en allégeant, vous voyez que là c'est très serré, là il y a déjà des murs en moins, et là, tous les murs qui étaient là, dans ces espaces-là, ont disparu, de façon à ce que la charge des parties supérieures ne vienne pas écraser tout ce qui est en bas, et surtout permettent des espaces plus larges. Un petit détail, j'avais été très frappé à Marie de voir que beaucoup d'espaces, et des grands espaces, étaient longés par des pièces très longues, étroites, comme ceci, et dans lesquelles on trouvait parfois des objets, parfois rien, on ne savait pas du tout à quoi ça servait. On ne pouvait absolument pas donner de fonction à ces pièces, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ceci donne une circulation qui fait le tour de cette unité qui est la salle du trône du palais. Et que ça fait une circulation, mais pas au rez-de-chaussée, ça fait une circulation à l'étage. Et voilà la circulation à l'étage qui naît de ces axes de pièces allongées. J'ai noté ici tous les endroits où il y avait ces pièces allongées, et c'est partout des grands passages à l'étage. C'est-à-dire qu'on peut retrouver par l'analyse des pièces que l'on a en rez-de-chaussée, l'organisation, je ne dis pas toutes les pièces, je ne dis pas tous les appartements, mais les principes d'organisation de l'étage dans les parties hautes. Alors, différence, comparaison très rapide. Quand vous êtes au rez-de-chaussée, vous traversez les cours dans tous les sens. Quand vous êtes à l'étage, vous les contournez. Et vous ne pouvez pas faire autrement, parce que, évidemment, à l'étage, si vous voulez traverser la cour, vous allez tomber. Donc, des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Variété des solutions pour les couvertures des
salles, des maisons. Je ne vais pas vous les décrire, mais vous voyez que là, je vous ai montré un exemple de ce qu'on peut trouver en fouille, et après, il y a 5 exemples de solutions diverses de couverture, certaines donnant un type d'éclairage ou un autre type d'éclairage, certaines pour couvrir des espaces plus petits ou des espaces plus grands. Il y a toute une variété de mesures que l'architecte sait prendre. De même que dans le palais, les installations, palais, maisons, etc., les installations hydrauliques sont extrêmement riches. Et c'est toujours l'architecte qui sait où il va les poser. Alors là, vous avez un réservoir général pour l'approvisionnement depuis le canal. Vous avez un autre réservoir qui reçoit l'eau de pluie des terrasses. Il y en a plusieurs dans le palais. Puis vous avez les canalisations qui ne sont pas des égouts, qui sont les canalisations de récupération des eaux de pluie. Parce qu'on ne mélange pas les eaux usées et les eaux de pluie. Les eaux de pluie sont récupérées et vont dans des réservoirs spéciaux, les igoumes, et les eaux usées vont dans des évacuations et des puisards. Ici, vous avez un exemple tout à fait remarquable, j'estime, c'est quand même la science de l'architecte qui fait ça, hein, une canalisation qui nous vient des toilettes royales de l'étage. C'était caché dans le mur, on ne le voyait pas. C'est parce que le mur a été à l'air libre que la couverture a disparu. La canalisation était dans le mur et s'écoulait dans un puisard qui était sous un couloir, en dessous. Une salle de bain, toilette à la turque, etc. Grande richesse d'installation. Alors maintenant, quels outils pour concevoir l'architecture? On a trouvé un petit corpus de tablettes sur lesquelles il y a des plans. Et ces plans sont parfois accompagnés de signes d'écriture. Alors évidemment, c'est très intéressant. Très souvent, ce sont des dimensions, parfois ce sont des fonctions. Et on a les deux. Alors, il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on représente dans l'architecture? Est-ce que la réduction est homogène? C'est-à-dire, est-ce que les gens l'ont fait à l'étage, est-ce que ça a été fait en réduction régulière ou pas? Est-ce que les inscriptions, qu'est-ce qu'elles nous donnent comme indication? Quelles sont les fonctions de ces tablettes? Alors là, il y a évidemment un certain nombre de questions qui se posent. J'ai réuni là un certain nombre des tablettes qui ont été publiées dans un article d'un spécialiste de l'architecture. Et il y a des tablettes qui sont des textes qui nous montrent des maisons qui reproduisent des plans types, d'autres non. Je ne vais pas vous les détailler maintenant parce que je n'ai pas le temps, mais il y a une étude évidemment qui a déjà été partiellement faite, mais qui peut être reprise, parce que l'une de ces tablettes était particulièrement intéressante. Elle présente sur la face et sur le revers le tracé d'une maison. Vous avez là d'un côté, là de l'autre, et vous vous apercevez que ce n'est pas tout à fait semblable sur un côté et de l'autre. Ceux qui ont trouvé cette tablette ont pensé que c'était un exercice d'école, ou bien un exercice de scribe, et je ne pense pas du tout. Je pense que nous avons sur une face le rez-de-chaussée et sur l'autre face l'étage. Car si on fait attention aux parties manquantes, eh bien on arrive à une superposition de ramener les deux, et vous avez le rez-de-chaussée, l'étage et le niveau de l'étage, avec ici le niveau de la terrasse. Malheureusement, il n'y a pas de texte avec. C'est dommage, ça confirmerait de façon absolue. Mais il y a au moins une concordance des deux plans qui fait qu'on peut très bien arriver à une interprétation de ce type. Alors, une tablette est assez intéressante aussi parce qu'elle montre les difficultés d'interprétation. La tablette, elle est ici. Voici la transcription. Donc vous avez un schéma, très bien. Mais en réalité, quand vous prenez les dimensions qui sont notées à l'intérieur, ça vous donne ce plan-ci. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il est bien clair que là, ils ne faisaient pas ça à l'échelle. Hein, ils font un dessin, mais ce n'est pas toujours à l'échelle. Ça peut l'être. Je ne veux pas dire qu'ils n'en sont pas capables, ils en sont parfaitement capables. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, il y a des noms de fonctions. Alors, vous avez l'entrée avec les différentes dimensions, je ne vais pas vous les détailler. Il y a la cour, il y a le papaum, il y a le lieu d'habitation et la pièce intérieure. C'est très intéressant, sauf que
on ne sait pas toujours la signification de ces mots. Et qu'on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Entrée passe encore, mais Kisalu, c'est traduit généralement par cours. Or, je viens de vous dire que des cours, vraisemblablement, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas bien traduit. Et ce n'est pas de la faute. Les gens disaient, les archéologues disaient que c'est des cours, les épigraphistes sont arrivés, on dit, bon, ben, Kisalu, c'est la cour. Ben non, je pense qu'il faut revoir le mot. En tout cas, il faudrait le revoir de façon un petit peu systématique. Papaoum, on ne sait pas très bien ce que c'est, alors on croit que c'est un élément qui appartient au temple. Pourrait être beaucoup plus simplement le vestibule, parce que ça se retrouve dans ce terme dans l'organisation d'un temple, mais c'est un vestibule, ce n'est pas une partie sacrée du temple. Donc, je veux dire que c'est assez difficile. En revanche, parfois vous avez la trace d'un escalier. Ça, évidemment, pour nous, c'est quand même important, c'est une information qui mérite d'être soulignée. Finalement, les quelques plans sur tablette retrouvés nous renseignent sur les possibilités d'organisation de l'espace, sur l'existence d'un étage et d'escalier, sur la domination du plan à espace central, mais guère sur l'architecte lui-même. On ne voit pas comment il fait avec ses tablettes. Donc ma quête, retrouver le personnage, ben, elle ne s'arrange pas beaucoup au fil des dias. Hein. C'est encore difficile. Enfin, on ne sait même pas pourquoi ces documents ont été si rares, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Quelques mots sur les concepts sur lesquels s'appuie l'architecte. Alors là, je vais aller vite, mais c'est plutôt le principe qui compte que de faire des démonstrations. Aucun traité théorique venu de l'Antiquité mésopotamienne ne nous dit comment l'architecte peut opérer quand il fait ses plans. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il a un souci de la mesure qui est d'une précision remarquable. On croit que ces gens, ils faisaient, parce que c'est l'architecture de terre, que c'est à peu près un peu incertain, imprécis, et pas du tout. C'est exactement le contraire, on va le voir. D'autre part, ils ont utilisé ce qu'on appelle le tracé régulateur. Je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer parce que l'heure tourne, mais je vous donnerai quand même une ou deux indications. Derrière tout ça, il y a une pensée mathématique. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que l'architecte, il est imbibé de mathématiques et de calculs et de formules qui correspondent à quelque chose. Alors d'abord, nous avons la célèbre statue de Gudea avec la tablette et le plan. Et puis nous avons ici la règle qui sert de référence pour les dimensions. Si vous n'avez pas de système de référence, vous n'avez pas de mesure possible. Ici, il y a une référence. Je vous rappelle la mesure du mètre lors de la Révolution qui se trouve sur les maisons des quartiers où on a à l'utiliser, où les commerçants peuvent venir vérifier la longueur, etc. Là, j'ai un tableau, mais je ne vais pas vous le commenter. Ça n'a pas grande importance, mais c'est des correspondances entre les systèmes métriques occidentaux et les systèmes de mesure des orientaux, mais on ne va pas le faire. En revanche, je voudrais juste souligner, ici vous avez un portique. C'est ce portique qui est ici en bas, dans cette partie-ci du palais de Kish. Regardez les dimensions des mesures calculées avec l'axe des colonnes. 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres, 3 mètres, fin du mur. Ça a été parfaitement établi au centimètre près. Si ce n'est pas des gens qui ont la mesure en eux, je ne sais pas ce que c'est. Regardez la profondeur de cet axe-ci, 4 mètres. Ici, 1 tiers, 2 tiers. Partout, vous trouvez le chiffre qui est dominant. Si vous le mettez, si vous allez le chercher. Parce qu'eux ne vous le disent pas. Et vous n'allez pas pouvoir le décider de vous-même. Ici, cette petite ville d'Aradoum, qui n'est pas très loin de Marie, plan carré de 100 mètres de côté, ça fait 200 coudées. Diagonale, 150 mètres, 300 coudées. Division en quartier, 50 coudées. Toujours des rythmes, toujours des valeurs qui se retrouvent. Ce n'est pas le hasard. Ce plan de Aradoum a été construit selon une pensée mathématique et régulière, géométrique. Il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, je ne vais pas définir vraiment ce que c'est qu'un tracé régulateur, mais c'est quelque chose qui fait qu'à la base du plan, on a une formule. Ici, pour ce plan de Tépégora qui est vers 4000,
c'est la diagonale rabattue A racine de 2 qui domine le plan. 4000 avant Jésus-Christ. A racine de 2. Il n'y a pas d'écrit à ce moment-là. Là, je suis formel. Il y en a eu 1000 ans après, mais là, il n'y en a pas. Et j'utilise des formules A racine de 2. Alors, ce n'est pas comme ça qu'il l'exprimait, c'est évident. Hein. Ça, c'est la transcription moderne. Mais ils avaient une autre façon de le dire. Je ne sais pas laquelle. Je voudrais que quelqu'un se penche un peu sur ce genre de problème. Alors, vous avez ici le plan de quiche qu'on a déjà vu. Le côté, c'est 2 fois cette face-là. Marie, ici, c'est A, plus A, racine de 2. Et vous tombez exactement sur les points clés du plan. Je vous en montre 3, je pourrais vous en montrer 50. Ces gens, ils construisent à partir de figures de géométrie et à partir de rythmes très réguliers. Ici, vous avez un plan, je vous promets que ce n'est pas moi, c'est le plan des fouilleurs allemands qu'ils ont donné. Eh bien, vous avez un cercle inscrit et un cercle circonscrit, et regardez la qualité du cercle et de la plantation des murs. Et ici, vous avez la valeur de la corde, qui est l'unité de mesure initiale dans le système mésopotamien. Mais si ce n'est pas des gens qui mesurent et qui calculent et qui après construisent à partir de calculs, je ne sais pas ce que c'est. On ne connaît pas le personnage, mais on peut voir certaines des choses qu'il fait. Alors, ici, vous avez le plan d'histoire de Marie, A racine de 3, c'est quand même merveilleux. Alors, il y a parfois une petite irrégularité, je le signale. Hein. Ici, ça ne tombe pas point. Ici, il y a 50 cm sur l'ensemble du plan. Quand même pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est une irrégularité du passé ou du fouilleur qui ne s'est pas douté qu'il avait affaire à quelque chose de plus précis? J'en jurerai pas. Je ne sais pas, mais j'en jurerai pas. D'autant plus que vous allez dans le domaine de l'art. La célèbre peinture de Marie de l'investiture. À racine de 2. Ici, le cœur de la déesse, au cœur du croisement des diagonales. Vous pensez que c'est un hasard? Moi, je ne pense pas. Dernier exemple. Dieu sait si ça paraît fruste. Eh bien, regardez la construction. Parfaitement 2 fois la base, dans la hauteur, et tout est fait par rapport à des axes de symétrie. Tout est construit. Et pourtant, Dieu sait si ça vous paraît fruste. Hein. Vous n'avez pas l'impression d'avoir du très très grand art. Hein. Ça date du début du 3e millénaire, ça a été trouvé à Marie. Alors, on peut se demander si, parce qu'il y a dans le texte de Hammurabi un passage un peu plus loin, où il est dit que si un maçon a construit une maison pour quelqu'un mais n'a pas exécuté son travail suivant les normes, si ce mur a penché, il faudra qu'il le refasse à ses frais. Je trouve extraordinaire ce concept de normes. Ce n'est pas moi qui l'ai traduit. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si le terme est tout à fait bon. Il faudra voir les épigraphistes et les hommes des textes pour confirmer que le terme est tout à fait bon ou qu'il peut avoir une autre interprétation. N'empêche que ce verbe subum, ben, il semble, d'après le dictionnaire CAD, c'est former un concept, concevoir par un plan, exécuter un travail en accord avec un plan. Moi, je me demande si on n'a pas là quelque chose de tout à fait remarquable par rapport à l'architecte. Alors, principe très général, l'axe de symétrie, axe de symétrie régulier, mais il est évidemment très motivé par le problème de la couverture. Je n'insiste pas trop là-dessus. Principe d'axialité, mais principe aussi de désaxement des cheminements. Mais on voit bien que l'architecte joue sur des choses différentes et qu'il n'est pas figé dans des solutions définitives. Je ne peux pas m'étendre beaucoup sur cet exemple, mais vous voyez bien que le plan n'est pas orthogonal, c'est le grand sanctuaire manufacture de Marie. Seul l'espace au centre est orthogonal, et il a fait 16 mètres de côté, mais il permet,
par sa régularité, de redresser toute l'architecture et d'en faire quelque chose de parfaitement solide et dans lequel il n'y a pas de faiblesse due à la construction. Rapide conclusion, je ne vais pas vous les commenter, je passe simplement quelques-unes des réalisations des architectes mésopotamiens depuis le néolithique. Pas de commentaires, hein. Content de vous les montrer. Alors ça, je me suis quand même bien amusé à resituer sur l'autel le temple blanc avec son étage. Bon, ça c'est un amusement. 4 exemples d'architecture circulaire, au moins, il y en a d'autres. Alors, vous ne les trouvez pas en ville, parce qu'à cause de l'infrastructure compartimentée, vous ne pouvez pas mettre une architecture circulaire en ville. Vous ne pouvez la mettre qu'à l'extérieur. Et vous le trouvez dans des greniers, dans des sortes de forteresses, où là aussi, c'est quelque chose de très particulier. Alors ça, c'est la restitution que je propose, fondée, je le précise, sur des traces et sur des analyses des ancrages des murs et des circulations de la cour de Ebla. Je sais que c'est contesté, mais on n'a rien proposé à la place. Hein. Et on me dit que c'est bon, ça fait très, très architecture italienne du XVIe siècle ou du XVe siècle. Mais... Bon, voici l'autre. Mon plan de Marie. Alors, l'apparition des salles hypostyles de l'étage à Dur-Kurigalzu, milieu du 2e millénaire. Après, vous allez le retrouver dans les palais et les grands édifices du 1er millénaire. Alors, conclusion. Ben, l'architecte mésopotamien, c'est quelqu'un qui répond à ces 2 objectifs de départ. Réaliser une architecture adaptée à un milieu difficile, avec des matériaux très fragiles. A-t-il réussi? Moi, je pense que oui. Et il a superbement réussi. Son patron, c'est le dieu Enki, Ea, le dieu de l'Abzu, de l'océan inférieur. Et il est chargé d'avoir transmis, on le considère comme ayant transmis à l'homme les connaissances nécessaires à la réalisation des projets architecturaux. Au fond, cet architecte, c'est un personnage aux multiples compétences. Il a joué un rôle clé en Mésopotamie. Il est le créateur, le démiurge, d'une rare richesse inventive. Il porte en lui, je n'hésite pas à le dire, l'essence de la civilisation mésopotamienne. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Alors, que reste-t-il, sinon de montrer une image, en finale, de la ziggourate de Babylone, selon la restitution que Juan Luis Montero Fenolos en a faite, qui est ici, et que je remercie pour le travail qu'il fait, entre autres, sur ce bâtiment. Cette image qui, à mon avis, est une image qui donne la mesure de la puissance dans les concepts et dans les réalisations de l'architecte mésopotamien. Je vous remercie. Ahora, ¿sí? Bueno, merci beaucoup pour cette conférence. Bueno, no es muy francés mío, pero a ver, ha quedado bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues ahora es el momento. Si alguno no habla muy bien el francés, como me pasa a mí, aquí tenemos 2 traductores fenomenales que se lo van a traducir. Nadie tiene ninguna. Sur l'architecte, non. J'ai l'espoir que Dieu me laissera le temps de le faire. Mais j'ai travaillé en fait toute ma vie là-dessus, sur ces réalisations, sur l'architecture. Et ben voilà, maintenant je commence à savoir un peu. Hein. Vous savez, on sait peu de choses et il faut beaucoup de temps pour acquérir ce peu de choses. Merci.
n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions à poser. Je ne dis pas que je vous répondrai à toutes, mais je peux essayer. Oui. Vous remercier encore une fois pour cette magnifique conférence, magnifique leçon d'architecture mésopotamienne. Et dire simplement, ce n'est pas une question, c'est un petit commentaire, puisque vous avez fait référence aux épigraphistes et philologues, pour dire que, en effet, la collaboration entre archéologues et philologues épigraphistes est essentielle. Donc, par exemple, je pensais tout à l'heure, quand vous avez fait référence aux mathématiciens, aux architectes mathématiciens, ben, que les mathématiques sont un des domaines de l'éducation mésopotamienne depuis le très début, les commencements de l'écriture, et surtout sur les mesures et les chiffres. Et c'est à la base de l'éducation des scribes et peut-être ou probablement des architectes même. Ben oui, moi je pense vraiment. Mais ça, je suis tout à fait d'accord, Ignacio, sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus de collaboration entre certaines formes de recherche d'archéologie et les épigraphistes. Il s'est passé historiquement que les épigraphistes ont été en partie dépendants des archéologues dans la fonctionnalité de certains espaces ou de certaines découvertes, et que par conséquent, ils n'avaient pas, eux, les moyens peut-être toujours de préciser ce qui se passait là, alors que l'architecte ou l'archéologue aurait dû l'avoir. Hein. Donc il y a eu là quelque chose qui n'a pas fonctionné entre le monde des archéologues et le monde des gens des textes. J'ai essayé, moi, d'avoir parfois des relations avec des spécialistes des calculs, des mesures, etc. Malheureusement, ça n'a jamais perpétué, mais je sais qu'il y a des choses à faire. Parce que, un exemple, j'ai montré l'existence de plans qui sont bâtis, fondés, organisés sur des formules A racine de 2, A plus A racine de 2, A racine de 3, etc. etc. Je n'ai pas fait l'inventaire, hein, il y en a d'autres. Bon. C'est très bien, mais il n'est pas concevable, à mon avis, que d'après ce qu'on sait des mathématiques mésopotamiennes, qui sont très développées, et ils avaient fait beaucoup de choses avant. Je veux dire, on a beaucoup d'exemples, on a des exercices, on a des tas de choses. On sait très bien qu'ils connaissent les racines carrées au 3e millénaire, enfin, des tas de choses. C'est vraiment. Mais de là à dire qu'ils utilisaient A racine carrée ou 2 racines de 2, je ne pense pas que ce soit cette forme-là qu'ils utilisaient. Moi, avec mon bagage du XXe siècle, c'est ce que je fais. Et c'est là où je retrouve qu'il y a quelque chose. Mais je pense qu'ils avaient une autre méthode d'approche. Peut-être par des séries de nombres. Les séries de nombres, on ne les a pas vraiment explorées, mais on sait, si, il y en a qui l'ont fait, mais on sait qu'ils aimaient beaucoup les suites de nombres. Eh bien, il est possible que derrière certaines de ces suites de nombres, on retrouve des formules d'application de A racine de 2 ou de A racine de 3, je n'en sais rien. Moi, je ne peux pas faire ce calcul-là, je n'ai pas fait assez de mathématiques. J'ai un bagage en mathématiques du niveau du bac. Bon, ça ne va pas loin, hein. Il faut quand même le savoir. Donc, ce n'est pas moi qui peux faire cette recherche. Mais c'est une recherche à faire. C'est une recherche à faire avec quelqu'un qui connaît les textes et qui connaît les modes de calcul par les exercices, par ces choses-là, et qui y ajoutera ces mesures que nous trouvons dans l'architecture. Je pense que l'architecture, elle nous montre le savoir technique du calcul de ces gens-là. Malheureusement, je vous dis, 20 tablettes avec des plans, dont quelques-unes seulement avec des mesures qui ne correspondent pas à des échelles régulières, et on ne sait pas très bien ce qu'on peut en faire. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Voilà la raison. Une explication qui est donnée parfois, c'est « Ah, ben,
il fallait réutiliser les tablettes, l'argile des tablettes. C'est vrai, les anciens réutilisaient l'argile des tablettes. Quand le texte n'était plus intéressant, on récupérait la tablette, on la lavait, on la lissait et on la remettait en service. Donc c'est possible que ce soit ça. Mais est-ce que ces tablettes, l'architecte les donnait à un maçon? Pas sûr du tout, hein? Pas sûr du tout. Est-ce que c'est une transmission pour héritage, parfois, pour information administrative, que sais-je, je ne sais pas. J'ai une toute petite expérience d'un petit détail qui m'a quand même bien amusé. Si vous avez encore une minute, ça ne va pas être long, je vais vous raconter. Quand j'étais à Larsa, en 1969, j'ai construit la maison de la mission. C'était dans le sud de l'Irak, la Mésopotamie. J'ai construit la maison de la mission. Alors j'ai demandé à mon architecte de mission de me faire un beau plan de maison, avec les ouvertures, avec les portes, avec les fenêtres, les façades, tout. Bon. Et puis je suis allé chercher le maçon qui était à 80 km, parce qu'il n'y en avait pas, on était dans le désert. Bon, on va chercher le maçon à Nasrié, il vient, avec son équipe. Alors, il me demande qu'est-ce que tu veux. Alors, je sors mes plans, je lui montre, et je lui dis, ben voilà, je voudrais ça. Alors, il prend le plan et le regarde à l'envers. Bon, il y a des gens qui sont capables. Ça m'étonnait déjà un peu. Puis il a fait ça, puis il a replié, il me l'a donné. Dis-moi où tu veux mettre ta porte, dis-moi où tu veux mettre ta fenêtre. Donc, à ce niveau-là de maçon, c'est pas là qu'est le calcul, c'est pas là qu'il y a, c'est celui qui est en amont et qui a conçu le bâtiment, qui lui sait ce qu'il fait. Alors, quel est le lien entre cet homme-là et celui qui construit? Il est peut-être simplement, celui qui construit est peut-être simplement là avec lui à exécuter chacun de ses ordres, je ne sais pas. Mais comment est-ce que celui-là a élaboré déjà son plan? Je ne sais pas non plus. Je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas abouti complètement à vous faire un portrait de l'architecte. Je vous ai peut-être montré que c'est un personnage complexe, beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait croire quand on voit la première architecture moderne que je vous ai montrée qui s'écroule. On n'a pas l'impression qu'on est en présence de grande architecture. Il est beaucoup plus fort que ça, mais nous, on a encore du chemin à faire pour essayer de voir comment il est et comment il travaille. Merci pour votre conférence, c'était fantastique. Et je voudrais vous demander, ça m'intrigue énormément, comment pouvez-vous déduire, en découvrant juste un peu de pierre ou quelque chose comme ça, des traces, combien d'étages il y avait? Il y a plusieurs méthodes. Je sais qu'elles sont très très peu utilisées par les collègues, mais il y a quand même plusieurs méthodes. Alors d'abord, il y a la hauteur des murs qui restent. Hein. Vous avez vu sur une des photos, vous voyez les poutres du plafond. Ben, là, il y a 4 mètres. Donc s'il y a 4 mètres et que vous avez les poutres du plafond, eh bien, vous pouvez déjà dire qu'il y a un étage au-dessus. Parce que pourquoi est-ce que les murs sont préservés? C'est parce que les parties supérieures de la maison se sont effondrées et ont enfoui la partie inférieure. Alors, il y a un calcul que j'ai fait 100 fois, un rapport évident entre la masse des murs qui se sont effondrés et la hauteur de conservation de la maison. Parce que c'est les murs du haut qui ont enfoui les murs du bas. Donc si vous avez 2 mètres, vous avez un volume de murs qui a protégé la maison, la base. Et en faisant des calculs comme ça, je l'ai fait par exemple pour le Temple Blanc, je l'ai fait pour d'autres, eh bien, il est absolument évident que la hauteur des pièces étant normalement au rez-de-chaussée de 4 mètres, à cause des problèmes d'air, etc., il est absolument évident que pour le Temple Blanc, mais bien pour d'autres, la hauteur des murs, en tenant compte de la terre retrouvée, simplement, est supérieure à 4 mètres. Donc il y a un étage. Y en a-t-il 2? C'est ça la question. Il y en a eu vraisemblablement à l'époque babylonienne, au 1er millénaire. Avant, j'en suis pas sûr. Et en tout cas, pas de façon courante. Mais dans Babylone,
il n'est pas impossible du tout que les maisons aient eu 3 étages. D'ailleurs, il y a des auteurs grecs qui nous le disent. Il ne faudrait peut-être pas les prendre non plus pour des imbéciles. Oui. Pardon, c'est la question d'une profane. La brique cuite, pourquoi pas? C'est un manque de combustible ou simplement parce que l'argile crue est plus isolante, isole mieux du froid et au moins de la chaleur? Alors, la brique cuite a été utilisée. Elle a été utilisée dès le début pour des choses très spéciales, pour des conduites, pour des petites choses, et pour des bas de mur, pour un seuil. Des dalles, si vous voulez. Au début, à la fin du 3e millénaire, au début du 2e, on l'a utilisé de façon systématique sous forme de briques pour construire des murs. Mais jamais jusqu'en haut du mur. On a construit des bases de murs. Alors, quand c'était des petites maisons, c'était 40 ou 50 cm. Quand c'était des maisons plus imposantes, c'était 1 mètre ou 1 mètre 20. Ça a pu aller dans les palais jusqu'à 2 mètres, mais le haut est en terre. Alors, pourquoi la terre? Pourquoi ne pas utiliser la brique? Alors, la raison que vous avez suggérée est une bonne raison. C'est une question de coût de construction parce qu'il faut du combustible. Et que le combustible, ils n'en ont pas beaucoup. Donc, il faut en faire venir. Ça, c'est une raison qui a certainement joué. Il y a une autre raison. C'est que l'argile est quand même très malléable et plus souple que le carreau cuit. Le carreau cuit va vous protéger, mais il ne change pas beaucoup. Comment vous dire? Si vous mettez un mur de terre, moi j'ai vécu dans des architectures avec des murs de terre, vous êtes protégé contre le froid, contre l'humidité, beaucoup plus qu'on ne le croit que si vous mettez... Alors, l'aberration moderne, c'est le ciment et le béton. Hein. Ça, c'est des maisons, mais horribles. Tout l'Orient a changé son mode de construction et c'est une catastrophe. Oui, d'accord, il y a moins de bêtes peut-être, mais c'est tout ce que vous pouvez dire sur l'avantage de l'arrivée du béton et des blocates en ciment. C'est vraiment, ça c'est très mauvais. C'est des, comment vous dire, vous ne pouvez pas, ça ne réagit pas de façon progressive à l'humidité. Ça ne réagit pas de façon progressive à la température. Ça, ce sont des choses qui se font avec la brique crue. Et c'est tout à fait valable. Moi, j'ai vécu dedans, j'ai très bien vécu dans des maisons en architecture de terre. Voilà. Je le dis simplement, mais c'est comme ça. Et bon, il faut faire attention. Je n'ai pas développé les trésors d'imagination des architectes de Mésopotamie. Et je n'ai pas fait tout ça, mais c'est un peu ça qu'on est amené à faire. Il faut réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour utiliser cette matière première qui est omniprésente et qui a un autre avantage par rapport à tout ce qu'on fait maintenant, c'est d'être totalement écologique. Quand la maison disparaît, elle retourne à la terre. Rien d'autre. Elle ne pollue pas. Elle ne met pas des produits X ou Y. C'est absolument remarquable. Cela dit, je n'ai pas l'intention, moi, de reconvertir maintenant mes concitoyens à l'architecture de terre quand même, mais je pense que ça a été vraiment une architecture très possible et qui ne mérite pas le mépris dans lequel on la tient, parce qu'on a à côté les superbes pyramides égyptiennes, le Parthénon, toutes ces choses en marbre, et alors on croit que les pauvres Mésopotamiens, c'était des nuls en architecture. Là, je pense exactement le contraire. C'est l'apparence du matériau qui a donné beaucoup de prestige à certaines des architectures. Très belles par ailleurs, hein. Je ne suis pas en train de dire que les pyramides, c'est pas bien, ou que le Parthénon, c'est pas bien. Non, non. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais je dis en même temps, ça a masqué la réalité de cette architecture mésopotamienne, parce qu'on était plus ébloui par le marbre ou par la forme. Parce que nous, Juan-Luis pourrait vous le dire, hein, le nombre de ziggourats bien conservés, il n'y en a pas beaucoup. Tandis que les pyramides, il y en a plus. Voilà, c'est tout. Mais bon, voilà. Et
Il reste quand même les grands lions ailés et tout ça, non? C'est la même région, je me trompe? Pardon? Les lions ailés, Oui. c'est aussi des monuments, c'est de cette zone où je me trompe? Oui, c'est dans la Syrie. Donc oui. ça s'est conservé quand même. Ah oui, Si oui, on oui, compare oui, ces oui, grands c'est monuments. la pierre, hein, ça. Oui, c'est la pierre, voilà. En général, c'était fait en pierre. Donc je pense que les villes, il n'existe pas non plus de villes anciennes, de villes de l'époque, ni en Égypte, ni en Grèce, il n'y reste que les monuments finalement. Ah non, il y a des villes si quand on même. compare. Bon, en Égypte, il n'y en a pas beaucoup. Et les villes n'ont pas été très bien conservées. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas, mais parce qu'elles étaient en architecture de terre. Et que ça n'a pas intéressé les archéologues, qui ont préféré les temples en pierre, les colonnes, les pyramides, etc. Ou le Ramesséum, ou tout ce que vous voulez. Hein. Il ne faut pas reprocher, ça se comprend qu'on aille vers des choses qui sont belles et qui sont intéressantes. Faut pas, je ne suis pas en train de dire, mais ça a malheureusement obscurci la réalité d'à côté, qui, elle, n'était pas du tout négative. Alors, les villes, ben oui, elles ont existé. Ces villes ont été construites, elles sont souvent en Égypte, elles ne sont pas forcément très splendides. Il y en a qui sont bien, il ne faut pas dire, il ne faut pas non plus. Voilà. Il y a différents types de matériaux, il y a différents niveaux. No hay ninguna pregunta más. Bueno, voy a subir aquí, que si no, no se me ve. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Merci beaucoup. Merci Marguerite. Y bueno, les espero mañana, porque mañana vuelve a estar el señor Marguerón aquí, junto con Juan Luis Montero Fenellos y Ignacio Márquez, y estarán aquí, bueno, para la presentación de un libro y hacer una especie de mesa redonda y hablar, en fin. Así que les espero mañana, que me he quedado con la cara de todos. Muchísimas gracias y mañana les espero. Merci beaucoup. Merci.